fin de l'été 1965, 2 cadavres inidentifiables se sont échoués sur une plage, juste au nord de Fish Creek dans le Wisconsin. Retrouvés à peu près 10 mètres du point de repère de la marée basse, il a été présumé qu'ils avaient été ramenés par les vagues. En regardant les 2 corps, on pouvait sans aucun doute dire qu'ils avaient subi des blessures brutales. L'un des 2 avait le crâne enfoncé, sûrement causé par un gros marteau ou un autre objet contondant. L'équipe de médecins légistes était très réticente à révéler la cause de ces horribles blessures. Les corps étaient si mutilés qu'il en était même impossible d'identifier leur sexe. Leurs organes génitaux ainsi que les glandes spécifiques à leur genre avaient été retirés ainsi que leur poitrine. 4 jours après la soudaine apparition des 2 corps, le nombre de suicides dans le Wisconsin a quadruplé, passant d'à peine 50 par jour à presque 200 au 4e jour. Cependant, les corps avaient disparu du laboratoire scientifique de Green Bay au 5e jour. Lorsque la police a été contactée, ils ont réussi à pister l'un des corps jusqu'à une ferme à environ 7 km au sud de Green Bay. La ferme était abandonnée depuis plusieurs mois apparemment, et une partie de celle-ci s'était même effondrée. En dessous des débris, ils ont retrouvé le corps qui était désormais carbonisé. On aurait dit que la personne qui avait enlevé le corps avait essayé de l'incinérer. Il n'y avait aucune trace du second corps, même après des recherches approfondies. Un rapport officiel a été rédigé par le département de police de Green Bay. Voilà ce qu'il disait, ou plutôt, en voici l'un des passages. Les recherches initiales n'ont pas permis la récupération du 2e corps, même si des traces d'ADN correspondant à celui-ci ont été retrouvées tout autour de la propriété de la ferme. Même si rien ne peut être confirmé pour le moment, il semblerait que l'individu responsable du vol du 1er corps a réussi à l'incinérer complètement, contrairement au 2e. À cette date, le 28 septembre 1965, aucune nouvelle piste n'a été trouvée. L'affaire est toujours ouverte, mais le nombre d'officiers affectés à ce dossier a été réduit par manque d'effectifs. L'affaire était seulement traitée par 3 officiers, dont les noms officiels ont été camouflés pour des raisons de sécurité. Le plus vieux des 3 est appelé Charlie Gray dans les documents. Le dossier n'était pas pris au sérieux par les autres officiers, et le terme Charlie Gray est devenu un terme de moquerie dans le département de police du Wisconsin. Et cela désignait généralement un officier paresseux ou qui faisait semblant d'effectuer son travail. Puis le 11 mai 1986, les 3 officiers qui restaient sur l'affaire ont trouvé une simple VHS posée sur l'un des bureaux du département de police. Sur la petite étiquette blanche qui était collée dessus, il y avait écrit « Falsus immortalis vapulis eximo ». Bien sûr, la cassette a été passée au rayon X pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Et vu que ce n'était pas le cas, les 3 officiers ont regardé la vidéo, mais ont réalisé qu'elle était presque entièrement remplie d'interférences visuelles. Ils ont été forcés de regarder 5 heures de neige sur l'écran, avant qu'une vidéo n'apparaisse soudainement, précédée de 5 bips aigus. Le grain film était épais, et la vidéo en noir et blanc. La personne qui tenait la caméra semblait trembler énormément, ce qui rendait l'analyse de la vidéo encore plus compliquée. Cependant, il était très clair que la personne qui se trouvait devant l'objectif, et qui avait l'air d'être une femme au vu de ses cris, avait été bâillonnée et un horrible masque trônait sur son visage. Elle était couchée sur le ventre sur un sol en acier, entourée de silhouettes noires. La personne qui tenait la caméra la tenait de telle façon à ce que l'on ne voit que les pieds et les jambes des nombreuses silhouettes autour de la victime. Les policiers ont regardé avec horreur, alors qu'une des silhouettes s'est mise à genoux à côté de la femme. Il était placé dos à la caméra, ce qui rendait l'identification impossible. Puis l'instant d'après, il a sorti un long fil barbelé de son par-dessus. Il a ensuite continué en enroulant le fil tranchant autour de la gorge de la pauvre femme. Les cris d'agonie qu'elle poussait étaient insupportables. La silhouette s'est mise à tourner la tête, comme si elle voulait regarder la caméra, mais elle s'est stoppée juste avant que son visage ne soit dévoilé. Puis, elle a levé sa main en écartant les doigts, et l'a placée devant son propre visage. Et aussi soudainement que la vidéo avait commencé, elle s'était arrêtée, laissant les officiers choqués et perplexes. Ils n'avaient aucune idée de l'origine de cette vidéo. Ils ont mis la cassette dans les archives, mais sans piste à exploiter. L'affaire a été mise de côté, tout comme l'incident des cadavres de Green Bay. Mais 3 ans plus tard, une deuxième cassette a fait son apparition. Cette fois-ci, elle s'appelait Famulus Ostendo Umbra Rex. Dans celle-ci, il n'y avait que 4 heures d'interférence, et seulement 4 bips ont été entendus avant que la vidéo n'apparaisse soudainement. Cette fois-ci, la femme était beaucoup plus visible. Elle portait une camisole de force, mais aussi l'horrible masque de la première vidéo. Une silhouette masculine s'est approchée d'elle, et la victime a tenté de reculer, mais elle ne semblait pas pouvoir aller très loin.
La silhouette portait les mêmes habits que dans la première vidéo. Mais cette fois-ci, c'est un couteau qui a été sorti du par-dessus, avant d'être lentement enfoncé dans le bras droit de la femme. Un cri étouffé a pu être entendu, avant que la vidéo ne s'arrête brutalement, rendant la pièce entièrement silencieuse. Depuis l'arrivée de la première cassette, 2 des officiers avaient été remplacés, et il ne restait donc plus que Charlie Gray des 3 officiers originaux. Il avait remarqué un schéma dans les titres en latin des cassettes. En prenant la première lettre de chaque mot de la phrase, cela éplait quelque chose. En anglais, ça donnait 5 pour la première cassette et 4 pour la seconde. Cela voulait dire qu'il restait très certainement encore 3 cassettes à visionner. De la peur avait envahi les 3 officiers chargés de l'enquête, vu qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune piste. Les cassettes 3 et 2 sont encore entourées de mystères, mais le titre des 2 premières cassettes avait été traduite. Elle voulait dire « Faux immortel battu à libérer » et le serviteur montrant au Seigneur des Ténèbres. Grâce à cela, les officiers étaient maintenant sûrs que les cassettes avaient été envoyées par une secte étrange. Et ils ont donc écrit un rapport aux autres départements de la police du Wisconsin. Des consignes pour enquêter sur toutes les activités suspectes et religieuses. La dernière cassette, cependant, est devenue une légende dans le département de police de Green Bay. C'est en 1990 que la police a reçu cette dernière cassette. Elle s'appelait simplement « The Twilight Tango », le tango du crépuscule. Sur cette dernière, il n'y avait pas d'interférence, et la vidéo a démarré sur l'image qui va vous être affichée à l'écran. Une silhouette sombre accroupie sur le sol, un masque blanc effrayant posé sur le visage, fixant directement la caméra de ses orbites vides. Elle s'était tout à coup mise à ramper soudainement en direction de la caméra, ce qui a poussé la personne qui filmait à reculer lentement. 2 autres silhouettes étaient visibles en arrière-plan. Et alors que la vidéo continuait, la caméra a dévié légèrement vers le haut, dévoilant les silhouettes de 2 personnes portant d'horribles blessures. L'une des 2 semblait avoir la tête enfoncée, sûrement provoquée par un objet tel qu'un marteau ou une lourde masse, tandis que l'autre, quant à lui, était couvert de blessures et de cendres. La silhouette qui portait le masque s'est arrêtée brusquement d'avancer et s'est mise à fixer quelque chose derrière la personne qui filmait. La caméra s'est alors retournée pour montrer 2 personnes assises à un bureau en train de regarder une vidéo. Là, la voix du premier officier s'était élevée. « Wow, c'est vraiment effrayant. Je vais aller chercher Richard pour lui montrer ça. Il adore ce genre de... » Et il s'était arrêté au beau milieu de sa phrase en réalisant que sa voix avait l'air bizarre. C'était comme s'il y avait un écho. Il s'est retourné et son collègue s'est mis à crier en voyant qu'un des hommes de la vidéo s'est retourné au même moment. La vidéo était en direct. La caméra est alors revenue sur la silhouette qui portait un masque. Elle avait un doigt placé sur ses lèvres. Les officiers ont sorti leurs fusils et se sont mis à tirer derrière eux même s'ils ne voyaient rien. Il n'y avait aucune silhouette. En se retournant vers la vidéo, ils ont pu constater qu'il n'y avait plus que des interférences. Plusieurs de leurs collègues sont entrés dans la pièce et ont exigé de voir la cassette. Mais lorsqu'ils l'ont rembobinée, il ne restait dessus que des interférences. En étudiant les autres cassettes, ils se sont rendus compte qu'elles étaient toutes dénuées de contenu. Tout le monde était effrayé et beaucoup avaient même menacé de démissionner. Pendant le chaos, le premier officier a décidé de rentrer chez lui pour éviter d'être désigné comme celui qui allait devoir s'occuper de la paperasse. Après le dîner, il est parti se coucher. Il s'est réveillé au crépuscule de la sueur coulant sur son corps. Vu qu'il avait entendu un étrange bruit de craquement provenant du bas de ses escaliers, il a sorti son arme de service et une lampe torche de sa table de nuit, avant de partir vérifier pièce par pièce son appartement. Elles étaient toutes vides, et il n'y avait aucune preuve que qui que ce soit se soit introduit chez lui. Cependant, en retournant dans sa chambre, il a découvert une cassette posée juste à côté de son lit. Après tout ce qu'il avait vécu, il avait vraiment envie de s'en débarrasser. Mais la curiosité l'a incité à se laisser tomber plus profondément dans ce mystère. Il s'est installé sur son canapé, la main fermement serrée contre son arme, puis il a démarré la vidéo. La cassette débutait avec un plan fixe sur le mot 0, en grosses lettres blanches. Ensuite, il n'y avait que du silence. Un silence inquiétant d'environ 30 minutes. L'officier était bien trop effrayé pour aller éteindre la télé. Après de longues minutes, il a cependant réussi à se lever. Il s'est approché du téléviseur et a appuyé sur le bouton pour l'éteindre. Mais ça n'a pas fonctionné. Le silence ainsi que les interférences de l'écran ont tout simplement continué. Perplexe, il a essayé de nouveau mais rien à faire. Alors il s'est baissé et a débranché la télé. En voyant qu'il n'y avait plus rien à l'écran, il a bruyamment soupiré de soulagement. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps, car au même moment, il a entendu comme un écho. La peur grandissante, il s'est contenté de regarder en dessous du meuble de la télévision.
Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Son regard s'est porté au-delà des nombreux fils et de la poussière. Et finalement, il a regardé le sol juste devant la télé. C'était vide. Il n'y avait que le sol recouvert de moquettes, la lumière tamisée des lampadaires qui étaient dehors et un peu de poussière. Des sueurs froides coulant le long de son dos, il s'est mis à chercher de nouveau en fermant chaque porte derrière lui une fois qu'il les avait vérifiées. Enfin, il s'est dépêché de rentrer sous ses couvertures. La nuit a semblé interminable pour lui, et il a tourné encore et encore dans son lit, alternant les moments de sommeil et d'éveil. Puis, il a fini par être réveillé à nouveau par un craquement. Immédiatement, il s'est laissé tomber sur le sol de sa chambre, en essayant de voir si une personne ou quelque chose d'autre se trouvait de l'autre côté du lit. Mais il n'y avait rien. Rien, si ce n'est que 2 pieds, posés lourdement sur la moquette. Les pieds étaient en posture de pointe, comme si l'individu auquel ils appartenaient était penché au-dessus du lit. Et c'est à ce moment-là qu'il a senti une respiration froide sur l'arrière de sa nuque. L'officier a été retrouvé mort sur le trottoir, 17 étages en dessous de son appartement. Sa mort a été catégorisée comme étant un suicide et ajoutée au nombre grandissant de tragédies qui s'abattaient sur le Wisconsin. En 4 jours, le nombre de suicides avait bien quadruplé et des témoignages de personnes parlaient de cassettes vendues à prix exorbitant, ne contenant pourtant que des interférences, sauf l'une d'elles, où l'on voit très clairement tous les déboires de l'officier avant qu'il ne se fasse défenestrer par l'homme au masque.